La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'allez pas sur le site de l'expérience de famine du Minnesota. Ils ont encore faim. Je vous dis ceci depuis mon appartement, et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant de vous expliquer ce qui s'est passé. Je veux que vous sachiez que l'expérience de famine du Minnesota a réellement eu lieu. En 1944, à l'université du Minnesota, le docteur Keyes a mené ce qui allait devenir l'une des études psychologiques les plus troublantes de l'histoire américaine. 36 objecteurs de conscience, des hommes qui avaient refusé de combattre pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont portés volontaires pour être affamés. Pendant 6 mois, ils ont reçu environ 1800 calories par jour, tout en effectuant des travaux pénibles. Puis pendant 3 mois de rééducation, ils ont été lentement réalimentés. Les résultats ont été horribles. Les hommes sont devenus obsédés par la nourriture, collectionnant des recettes, léchant leurs assiettes, certains envisageant même le cannibalisme. Ils ont souffert de dépressions sévères, d'automutilation et de changements de personnalité si profonds que plusieurs d'entre eux ne s'en ont jamais complètement remis. Un homme, selon les documents, s'est coupé 3 doigts avec une hache sans se souvenir si c'était délibéré ou non. L'expérience avait pour but d'aider à comprendre comment réalimenter les populations affamées de l'Europe d'après-guerre pouvait être bénéfique. Elle a été menée dans le sous-sol du laboratoire de l'université du Minnesota, dans un bâtiment banal qui existe encore aujourd'hui. Je sais tout ça parce que je suis consultant en démolition. Enfin, j'étais consultant en démolition. Il y a 3 semaines, l'université a finalement approuvé la démolition de l'ancien laboratoire, le bâtiment où l'expérience a eu lieu. La majeure partie était abandonnée depuis les années 1980, jugée trop vétuste et trop coûteuse à rénover. Mon travail consistait à inspecter la structure, à identifier les matériaux dangereux et à déterminer la manière la plus sûre de démolir le tout. Je m'y suis rendu un mardi matin seul. Dès que je suis entré, j'ai senti une odeur étrange. Ce n'était pas l'odeur habituelle de moisie et de pourriture que l'on trouve dans les bâtiments abandonnés. Celle-ci était plus forte, plus organique. Elle ressemblait à celle de l'usine d'équarrissage que j'avais inspectée quelques années auparavant, mais avec une note sous-jacente de vinaigre et de vomi. Les étages principaux étaient classiques, avec des bureaux vidés, des laboratoires vides et la poussière accumulée depuis des décennies. Mais pas résonner trop fort. Les plans architecturaux indiquaient 4 étages, mais lorsque j'ai inspecté les cages d'escalier, j'ai trouvé des marques indiquant un sous-sol qui ne figurait sur aucun de mes documents, à l'exception d'une petite note au dos. La curiosité professionnelle est un handicap dans son métier. J'aurais dû laisser tomber. Les escaliers qui y descendaient étaient étroits, en béton institutionnel peint en gris il y a des années. En descendant, ma lampe torche a éclairé quelque chose sur les murs. Des rayures profondes, parallèles au béton, par série de 5. Comme si quelqu'un avait griffé les murs avec ses ongles assez forts pour entailler la pierre. Le sous-sol était un long couloir bordé de petites pièces, des cellules en réalité. Chacune était équipée d'un lit étroit, d'un petit bureau et d'une seule ampoule nue au plafond. La note sur ma documentation indiquait que ce niveau avait été utilisé pour des observations prolongées au cours de diverses études. Les numéros étaient encore inscrits au pochoir sur les portes des pièces, S1 à S36. 36 pièces.
36 sujets. J'avais froid malgré ma veste. Les rayures étaient partout ici, sur les encadrements de portes, les sols, même les plafonds. Dans une pièce, quelqu'un avait gravé des mots dans le plâtre. Toujours faim, toujours faim, toujours faim. Répété en spirale frénétique qui couvrait tout un mur. L'écriture se dégradait au fur et à mesure, devenant moins contrôlée, plus irrégulière. Au bout du couloir se trouvait une lourde porte en acier munie de plusieurs serrures. Une pancarte indiquait « Observation à long terme, personnel autorisé uniquement, Dr Keyes ». Les serrures étaient déjà ouvertes. J'aurais dû partir. Mon Dieu, j'aurais dû partir. La pièce au-delà était grande, peut-être 12 mètres sur 18, avec un plafond qui disparaissait dans l'obscurité, hors de portée de ma lampe torche. L'odeur m'a frappé comme un coup de poing. Cette odeur d'usine d'équarrissage intensifiée au centuple. Et en dessous, quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qui a fait hurler mon cerveau reptilien. Il y avait des lits disposés en rangées bien ordonnées. 36 lits. 23 d'entre eux étaient occupés. Je veux que vous compreniez. J'ai déjà vu des cadavres, des accidents sur des chantiers, quelques suicides dans des immeubles que j'ai inspectés. Je sais à quoi ressemble un cadavre. Ce n'étaient pas des cadavres. Ils bougeaient. Pas beaucoup, juste le lent mouvement de la respiration. Et ils étaient anormaux. Même dans la faible lumière de ma lampe torche, je pouvais voir qu'ils étaient anormaux. Le mot squelettique ne suffisait pas à les décrire. Ces corps s'étaient consumés, avaient brûlé chaque gramme de graisse, puis avaient commencé à brûler les muscles, ne laissant rien d'autre que la peau tendue sur des os et des tendons. Mais ils étaient trop longs, les proportions étaient faussées, leurs doigts s'étendaient bien au-delà de leur extrémité normale, terminés par des ongles épais, jaunes et recourbés. Leur articulation était grotesquement bombée, leurs genoux et leurs coudes gonflés jusqu'à atteindre 2 fois leur taille normale. Et leurs yeux. Lorsque ma lampe balaya le lit le plus proche, les yeux s'ouvrirent brusquement. Ils étaient énormes, occupant près de la moitié du visage, avec des pupilles tellement dilatées qu'elles semblaient noires. Ils reflétaient ma lampe torche comme ceux d'un animal. La bouche de la créature s'est ouverte, et j'ai entendu un son que je n'oublierai jamais. Un cliquetis humide et désespéré, comme quelqu'un qui essaie de parler la bouche pleine de salive. Sa mâchoire était trop distendue, et j'ai vu que ses dents avaient changé. Elles étaient devenues plus acérées, plus nombreuses. Puis la créature a bougé. Je n'ai jamais rien vu accélérer comme ça. L'instant d'avant, elle était immobile. L'instant d'après, elle était debout sur le lit, accroupie, la tête penchée à un angle qui aurait brisé le cou d'une personne normale. Elle ne bougeait pas de manière fluide. Elle se mettait en position par à-coups, comme une vidéo qui sauterait des images. Ils étaient tous réveillés maintenant. 23 paires d'yeux énormes et affamés étaient fixés sur moi. Je me suis enfui. Derrière moi, je les entendais arriver, pas des bruits de pas, mais un horrible bruit de glissement, comme s'ils se déplaçaient à 4 pattes. Ou plus que 4. Je n'ai pas regardé derrière moi. Je me suis précipité dans les escaliers, je les ai montés 3 par 3, les poumons en feu, le cœur battant si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Quelque chose m'a attrapé la cheville. Je suis tombé lourdement, mon menton heurtant violemment les marches en béton. Étourdi, j'ai regardé derrière moi. L'un d'eux m'avait attrapé. Sa main, si on pouvait l'appeler ainsi, enserrait complètement ma jambe, ses doigts allongés se rejoignant de l'autre côté. Son visage était à quelques centimètres du mien, et je pouvais voir chaque détail dans la lumière d'urgence de la cage d'escalier. C'était autrefois un homme. Je pouvais le voir à la structure osseuse, aux vestiges d'humanité qui s'accrochaient encore à ses traits. Mais la famine l'avait transformé en quelque chose d'autre. Quelque chose que l'évolution n'avait jamais prévu. Sa peau était translucide.
ses veines bleues visibles en dessous comme une carte. Ses yeux étaient désespérés, affamés, fous. Sa bouche s'ouvrait plus largement que cela ne devrait être possible, et je voyais sa gorge convulsée. La salive coulait en ruisseaux sur son menton. L'odeur de son haleine était indescriptible. Pourriture, acide gastrique et quelque chose de chimique. Il parla. « J'ai faim !» murmura-t-il, d'une voix semblable à celle des feuilles mortes. « Tellement faim !» Je lui donnai un coup de pied au visage, avec mon pied libre. Quelque chose craqua. Il ne lâcha pas prise, mais recula suffisamment pour que je puisse dégager ma jambe. Je me hissai à quatre pattes dans les escaliers, puis me remis debout et me mis à courir. J'arrivai au rez-de-chaussée. La sortie était juste là. La lumière du jour visible à travers les fenêtres sales. J'allais m'en sortir. Puis je les revis. Ils étaient dans le couloir devant moi, 3 d'entre eux, bloquant la porte. Ils devaient connaître un autre moyen de monter. Ils se déplaçaient de cette horrible manière saccadée, se contractant d'un endroit à l'autre, leur tête bougeant par mouvements brusques, comme celle d'oiseaux, pour suivre mes mouvements. Celui du milieu portait les restes pourris de ce qui avait peut-être été autrefois un badge de bénévole de l'Université du Michigan. Je pouvais juste distinguer l'année 1945. 80 ans. Ils étaient là depuis 80 ans. J'ai regardé frénétiquement autour de moi et j'ai vu un autre escalier qui menait à l'étage supérieur. Je m'y suis précipité, entendant à nouveau ce bruit derrière moi. Un étage, puis un autre. J'étais maintenant au 3e étage, courant dans un couloir de bureaux vides. Là, une fenêtre et une issue de secours à l'extérieur. Je n'ai pas ralenti. J'ai levé les bras et j'ai plongé à travers la vitre. J'ai atterri sur l'escalier de secours avec une telle force que j'ai vu des étoiles. Des morceaux de verre s'étaient incrustés dans ma veste et mes cheveux. En dessous de moi, je les entendais se jeter contre le cadre de la fenêtre, incapables ou refusant de me suivre. J'ai à moitié grimpé, à moitié dévalé l'escalier de secours et j'ai couru jusqu'à ma voiture. J'étais à 1,5 km avant de pouvoir arrêter de trembler suffisamment pour conduire correctement. Je n'en ai parlé à personne. Qui m'aurait cru ? J'ai appelé l'université et leur ai dit que le bâtiment était structurellement dangereux, qu'il fallait le sceller avant de pouvoir procéder à sa démolition. Ils ont dit qu'ils s'en occuperaient. C'était il y a 3 semaines. Au début, je pensais que j'allais bien. J'étais secoué, certes, mais j'allais bien. J'avais eu peur, je m'étais échappé, c'était fini. Puis j'ai commencé à avoir faim. Pas une faim normale, c'était autre chose. Je mangeais un repas complet, un repas copieux, plus que d'habitude. Et 1 heure plus tard, j'avais de nouveau faim. Pas juste un petit creux, une faim véritable, douloureuse, comme si je n'avais pas mangé depuis des jours. Je suis allé voir un médecin. Il m'a fait passer des examens. Tout était normal, m'a-t-il dit. Mon métabolisme fonctionnait parfaitement bien. Il a suggéré que cela pourrait être d'ordre psychologique et m'a donné le nom d'un thérapeute. Mais ce n'est pas psychologique. Je le sais parce que j'ai perdu 7 kilos en 3 semaines alors que je mange sans arrêt. Je le sais parce que quand je regarde mes mains, mes doigts me semblent plus longs. Pas beaucoup, juste un peu. Juste assez pour que je le remarque quand je tape au clavier ou je tiens une fourchette. Je le sais parce que j'ai mal aux articulations. Mes genoux craquent quand je me lève et ils sont gonflés et chauds au toucher. Je le sais parce qu'hier soir, je me suis regardé dans le miroir et mes yeux me semblaient trop grands pour mon visage. Je le sais parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à la nourriture. Toutes mes pensées y reviennent. Je rêve de manger. Je me réveille avec la mâchoire endolorie à force de grincer des dents. J'ai commencé à collectionner obsessionnellement des recettes. Je les ai imprimées et j'en ai recouvert les murs de mon appartement. Quand je mange, je me surprends à lécher mon assiette. Hier, je me suis surpris à calculer l'apport calorique du chien de mon voisin. Je le sais, parce que la faim n'est plus dans mon estomac. Elle est dans mes os,
dans mes cellules, dans mon ADN. Elle me transforme de l'intérieur. Je suis passé devant le bâtiment hier. Il y avait des véhicules d'entretien de l'université à l'extérieur et des ouvriers installés de lourds panneaux d'acier sur toutes les fenêtres et toutes les portes. Des nouvelles pancartes indiquaient « Condamné »,« Entrée interdite »,« Structure dangereuse ». Ils sont en train de sceller le bâtiment. Ils sont en train de les enfermer à l'intérieur. Mais pour moi, c'est déjà trop tard. Je vous dis ceci à titre d'avertissement. L'expérience de famine du Minnesota ne s'est pas terminée en 1945. Elle se poursuit encore aujourd'hui. Ces hommes se sont portés volontaires pour être affamés au nom de la science, pour aider l'humanité. Et quelque chose dans ce processus les a transformés en quelque chose qui ne devrait pas exister. Peut-être était-ce la durée. Une famine si longue que leur corps s'est adapté de manière impossible. Peut-être était-ce autre chose. Quelque chose dans ce bâtiment, dans ce fichu sous-sol. Peu importe maintenant. Ce qui importe, c'est que je peux sentir que cela se produit. Les changements s'accélèrent. Mes doigts sont nettement plus longs aujourd'hui. J'ai dû redimensionner mon clavier au travail. Ma mâchoire fait des cliquetis quand je mâche, comme si les os se relâchaient, se préparant à s'allonger. J'ai tellement faim que je peux à peine réfléchir, et manger ne m'aide plus. Rien n'aide. Et hier soir, j'ai ressenti le besoin irrépressible d'y retourner, de retourner dans cet immeuble, dans ce sous-sol. La faim m'y appelle, me murmure que le soulagement m'attend dans l'obscurité avec les autres, que ma place est là désormais, que ma place a toujours été là. J'essaie de résister, j'essaie tellement de résister, mais j'ai tellement faim, et mon bail expire le mois prochain. Je ne pense pas que je vais le renouveler. Si vous écoutez ceci, restez loin de l'ancien laboratoire du campus de l'université du Minnesota. Ne vous en approchez pas. N'essayez pas d'enquêter. Ils l'ont scellé maintenant, mais les scellés peuvent être brisés. Et quoi que vous fassiez, si jamais vous vous trouvez près de cet endroit et que vous entendez des grattements provenant du sous-sol, si vous sentez cette odeur d'usine d'équarrissage mélangée à du vinaigre et à quelque chose qui cloche, courez, parce qu'ils ont toujours faim. Nous avons toujours faim. Et je ne pense pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. Mes doigts sont trop longs. Ma bouche commence à me faire trop mal pour parler confortablement. Je m'arrête là. Il y a 36 lits là-dessous, et je pense que l'un d'entre eux a toujours été le mien.